Et si ce potentiel n'existait pas, nous n'aurions pas vu ces dernières années autant de visiteurs, parfois avec des contrats préétablis, visiter l'Afrique du Nord, comme celle subsaharienne. Sa Majesté a évoqué le rôle de cette Méditerranée comme pivot, espace pivot, pas seulement entre l'Europe dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée avec les partenaires du Sud et de l'Est du bassin méditerranéen, mais pivot par rapport, l'UPM comme pivot par rapport à toute l'Afrique. Et je crois que cet exercice mérite d'être engagé et que la nouvelle gouvernance mondiale mérite d'associer le Sud. Je n'ai pas entendu durant ces 3 jours une quelconque référence au G77. Et on oublie souvent que la Chine est avec nous dans le G77. Ça veut dire que cette Chine garde une sensibilité plus proche du monde en développement que l'ambition qui est de faire d'elle un élément supplémentaire dans le cadre du G20. Je n'ai pas entendu parler du G15, qui était une idée peut-être un peu idéologique, qu'ont créé un certain nombre de pays en développement pour concurrencer le G8 naissant alors. Je n'ai pas entendu parler du G11, qui réunit un certain nombre de pays, dont le Maroc, à revenu intermédiaire, qui puissent échanger leurs propres expériences et faire en sorte que leur voix porte davantage dans cette musique, dans ce chaos international. Et c'est la raison, je ne peux qu'inviter en tant que d'abord citoyen de cette partie du monde et ensuite responsable des relations extérieures, à qu'on puisse intégrer davantage dans nos débats, dans notre réflexion, cette nécessité de travailler en commun. J'insiste, ce n'est pas un discours tiers-mondiste, j'insiste pour dire qu'il y aura toujours des locomotives qui avancent et font avancer, mais ne tombons pas dans les erreurs et les schémas du passé. Bien sûr, plus on sera nombreux, plus ce sera difficile. Bien sûr, plus on sera nombreux et plus le consensus sera difficile à atteindre. Mais écoutons-nous les uns les autres, et je voudrais conclure à propos d'écoute sur l'importance du dialogue dit interculturel et qui cache en fait l'essentiel des préoccupations, le dialogue interreligieux. Il y a des initiatives qui sont prises. Nos amis américains pourront nous expliciter le discours du Caire, la nomination par la secrétaire d'État américaine d'une représentante personnelle pour les relations avec le monde musulman. Les amis autour de cette table travaillent sur cela depuis longtemps, dans le dialogue euro-arabe, qui est en train de naître, mais depuis 35 ans, sans grandir d'un pouce. Ou dans le cadre de la fondation Anna Lindh, issue du processus de Barcelone. Nous devons relever qu'un grand pays comme l'Arabie saoudite a bougé et qu'elle a pris l'initiative d'un dialogue tripartite. Je pense que ce n'est pas suffisamment mis en exergue. Ce qui l'est malheureusement, ce sont ces clichés où on associe terrorisme à une religion et parfois au pigment d'une peau. L'islam n'est pas terroriste, tout comme toutes les religions, monothéistes et autres religions. Et c'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas que ce dialogue interreligieux reste emprisonné dans une sphère d'intellectuels, d'académie ou de professeurs de la religion. Ce débat doit descendre dans la rue, dans notre quotidien, dans nos médias, pour qu'on puisse se mettre d'accord sur l'essentiel
et éviter cette confrontation que certains prédisent comme inévitable. Elle n'est pas inscrite dans la logique de l'histoire et un effort doit être fait pour que cette nouvelle gouvernance mondiale puisse intégrer davantage, je disais, la dimension humaine, l'individu dans un groupe, au sein d'un groupe, au sein d'une société, dans une région, au sein d'une nation. Mais il doit être pris en considération ces aspirations légitimes à plus de progrès et plus de démocratie. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que l'idée de ce grand Moyen-Orient, qui a émergé dans les esprits républicains il y a plus de 8 années, dans le cadre d'un dialogue plutôt musclé entre le G8 et le monde musulman, que ce dialogue mérite d'être réalisé de manière plus soft, dans le respect mutuel, dans l'écoute, la compréhension de l'autre. Hier, on disait que la Chine était si grande et qu'il fallait tenir compte de cette réalité culturelle et de cette philosophie dans la démarche. Et le mot harmonie convient, comme vous le savez bien, à cet ensemble. Le monde musulman aussi a besoin d'être considéré, malgré ses divisions, malgré ses tiraillements, malgré ses contradictions, malgré la nature des régimes qu'il gère au niveau national et de leur diversité. Mais je crois qu'il est important que le musulman puisse se sentir davantage pris en considération comme acteur de cette architecture nouvelle. Parce qu'il s'agit de questions globales, global issues. Pourquoi 20 ou 25 pays vont-ils s'occuper seuls de ces global issues? Si ce sont des questions globales, il faut associer l'élite ou les réalités économiques ou les acteurs économiques à tous les niveaux. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais partager avec vous ce soir, juste pour relever que la gouvernance mondiale est un impératif, ça a été dit. Nous ne sommes pas ici en train de rêver pour un monde meilleur, mais nous sommes en train d'imaginer et d'œuvrer ensemble pour construire ce monde meilleur. Le construire et le voir à partir de noyaux durs se dissiper, s'élargir et être surtout pris en charge par nous tous. Merci de votre attention.